Et pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir Robert Redeker. Bonjour monsieur. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes notre invité aujourd'hui pour ce nouvel ouvrage intitulé « Peut-on encore aimer le football ?» paru aux éditions du Rocher. D'ailleurs, il sort aujourd'hui et on va revenir sur cet ouvrage. Alors évidemment, il est question du football, mais surtout sur un aspect économique et moins sportif. Pourquoi avoir choisi le football pour cet essai? Oui, économique et je veux dire aussi politique, sociétal et philosophique. Bon, autrement dit, dans cet essai, le football sert de base à des réflexions qui touchent apparemment une sphère beaucoup plus large. Mais à la vérité, ce qui arrive, c'est que le football est une sorte de miniature, ou je dis dans le livre, de fable, non seulement du monde contemporain, du monde dans lequel nous vivons, mais de l'homme en général. Voilà. Donc il s'agit de prendre le football d'une part pour son côté sportif, ce qu'il raconte de lui-même, mais il s'agit de le prendre aussi pour ce qu'il dit de ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire ce qu'il dit du monde et ce qu'il dit de la société, ce qu'il dit de l'homme. Voilà. Donc le football, c'est un livre qui peut s'adresser aux sportifs, mais finalement c'est un prétexte pour un traité de philosophie au fond. Est-ce que justement, pour vous, le football incarne parfaitement la société actuelle? Non seulement il l'incarne, mais il me semble qu'il lui sert de matrice. Voilà. Qu'il sert de matrice aux comportements humains. Qu'est-ce que je veux dire par cette idée de matrice? Je veux dire que le football, au fond, c'est pas du tout un divertissement, contrairement à ce qu'on croit. C'est peut-être la chose la plus importante dans le monde contemporain, c'est le pouvoir spirituel dans le monde contemporain. Voilà, chose très inquiétante. Le football est une sorte de catéchisme, ou le spectacle footballistique est une sorte de catéchisme qui dit à chacun d'entre nous ce que nous devons être, comment nous devons nous comporter. Et il le dit en résonance avec le néolibéralisme dominant, avec la version néolibérale du capitalisme que nous sommes en train de vivre. Alors que nous dit-il? Il nous dit, c'est sur le mode du tu dois, comme le catéchisme, tu dois être performant du matin au soir, tu dois être compétitif. La compétitivité, c'est l'essence de l'homme. Si vous voulez. Tu dois être hargneux. Il nous dit des choses moins sympathiques, à supposer que ceci le soit, mais il nous dit des choses moins sympathiques et qui frisent l'immoralité. Bon, par exemple, dans le football, il y a, lorsqu'on présente l'argent des footballeurs ou le gain, jouer pour gagner le plus possible, de quelle chose fait-on une sorte de propagande à travers ces images-là, de ce qui autrefois était tenu pour un vice tout à fait laid, la cupidité. La course après l'argent, c'est ce qui s'appelle la cupidité. Et jusqu'à la génération des années 70, c'était une chose honteuse, c'était un vice. Aimer l'argent, en rechercher. Eh bien, le football transforme cela, sert à transformer ce que la civilisation tenait pour un vice en une vertu. Et voilà, les hommes qui ne tiennent plus la cupidité pour un vice, mais pour une vertu, sont tout à fait prêts à entrer dans une société de compétitivité généralisée, où il s'agit non pas de coopérer avec les autres, non pas peut-être de les aimer, mais où il s'agit d'être le plus fort, le plus adroit, le plus habile, d'avoir le plus d'argent sur son compte en banque. Bon, voilà. Donc, nous ne sommes pas dans le simple divertissement, mais nous sommes dans quelque chose de plus important. Voilà. Et la notion que l'on peut prendre chez Auguste Comte, qu'il a forgée en sociologie, la notion de pouvoir spirituel,
Vous savez, Auguste Comte estime que, et c'est la vérité, il ne peut pas y avoir de société sans pouvoir spirituel, c'est-à-dire sans direction des âmes, sans une instance qui donne aux âmes la ligne à suivre. Alors ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être l'idéologie. Eh bien aujourd'hui, c'est le sport en général et plus particulièrement le football. Voilà. Tout le monde regarde le football, tout le monde se sent concerné du matin au soir par le football, on parle du football sans arrêt, mais dans ce discours, il y a autre chose qui passe, ce qu'on appelait naguère le pouvoir spirituel, soit compétitif. Est-ce que justement vous comprenez, malgré ce vice, cette recherche d'argent permanente, que les supporters aiment profondément ce sport, parlent justement de football le week-end, aillent au stade régulièrement et débriefent un petit peu tous les matchs dès le lundi matin en arrivant au bureau devant un café? Est-ce que vous comprenez cet amour du football? Oui, parce que ce que je viens de montrer tout à l'heure, c'est le côté sombre, mais il y a également le côté solaire du football. Et s'il n'y avait pas ces deux côtés, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Bon. Le côté solaire, c'est ce qu'il remplit dans l'âme humaine, ce qu'il apporte à chaque être humain, qui est peut-être illusoire, non, qui est peut-être de la monnaie de singe. Mais finalement, les êtres humains investissent leur affectivité là-dedans, investissent leur besoin d'être avec d'autres, leur besoin d'entrer en communion avec des centaines ou des milliers de personnes dans les stades. C'est pas rien du tout. En même temps, il y a depuis les débuts de l'hominisation, depuis la préhistoire, il y a qui fait très profondément partie de l'âme humaine, et il y a le besoin de fusion, le besoin d'entrer en fusion avec, j'allais dire, avec des foules, non, c'est avec un mixte de foules et d'événements. Voilà. Et l'on trouve son identité dans cette fusion. Bon, le football répond à cela. Alors, on peut tout à fait le critiquer, d'ailleurs je ne m'en prive pas, mais il faut également insister sur cette fonction anthropologique qui était remplie autrefois par d'autres instances, qu'il est partiellement par très partiellement aujourd'hui par les religions dans les pays occidentaux. Je crois d'ailleurs, peut-être vais-je vous choquer, je crois d'ailleurs que la promotion du football a quelque chose à voir avec, par compensation, avec le discours sur la laïcité. Voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Le discours d'aujourd'hui sur la laïcité est anthropologiquement curieux, puisqu'il veut renvoyer la religion à la sphère de la vie privée, à la sphère privée. Or, ce n'est pas du tout la fonction anthropologique de la religion. La fonction anthropologique de la religion, ça a toujours été quelque chose de public, quelque chose qui se passait en public et qui soudait la société dans ces événements publics. Alors aujourd'hui, et sans doute est-ce une bonne chose, je ne sais pas, c'est le sujet d'un autre débat, mais la religion, c'est l'affaire de la vie privée. Mais alors, où va-t-on faire société ? Mais alors, quelles seront les instances pour que les êtres humains entrent en fusion ensemble, c'est-à-dire aient l'impression de constituer quelque chose ? Eh bien, il ne reste que le football. Et les stades représentent un petit peu ce temple ? Voilà, et les stades sont un peu les églises d'un monde laïcisé, d'un monde désenchanté. Alors, je ne veux pas que l'on se trompe sur mon propos. Je veux bien dire qu'il s'agit d'un faux enchantement, d'un enchantement illusoire, que
puisque la différence entre le football et les religions, c'est que les religions portaient un sens, le football n'en porte aucun. Parce que les religions articulaient à une transcendance, et le football, finalement, que nous donne-t-il? La loi du plus fort, de l'argent ou de la coupe que l'on élève, et puis c'est tout. Il ne promet aucun salut personnel, il ne promet aucun salut à l'humanité. Il ne promet rien. Mais il offre aux hommes cette fusion, cet enthousiasme collectif, hein, qui est la base du religieux. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il se substitue à un religieux non pas défaillant, mais renvoyé dans le privé, renvoyé à la vie privée. Vous évoquiez il y a quelques instants ce pouvoir de l'argent, cette coupe qu'on brandit. C'est longuement évoqué dans votre ouvrage. Est-ce que comment analysez-vous ce changement du mode économique du football ces derniers temps? Je crois que c'est lié au fait que les industries planétaires de la distribution d'images ou du divertissement se sont rendus compte que le football était pour elles une manne, une mine d'or. Une monnaie marchande? Une monnaie marchande et une mine d'or inépuisable. C'est ce qui vous choque le plus, cet aspect économique du football? Choquant. J'ai envie de dire, il ne faut ni rire ni pleurer, mais essayer de comprendre. C'est ce que... Alors, choquant, c'est moralement très problématique, hein, du point de vue moral. Voilà. C'est très problématique aussi du point de vue de la question de la limite. C'est-à-dire, où cela va-t-il s'arrêter? Voilà. Ça entre tout à fait en consonance avec la grande caractéristique du monde moderne, qui est aussi celle du capitalisme, c'est la valorisation de l'illimité. Jusqu'à l'apparition du capitalisme, mettons 17-18e siècle, bon, et donc dans toutes les sociétés anciennes et les sociétés traditionnelles, l'illimité était un défaut. Bon, la perfection était dans la limite. Or, l'originalité de nos sociétés, c'est le renversement de cela. La perfection est dans l'illimité, le toujours plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, voilà. Et au contraire, ce qui relève de la limite est renvoyé à l'imperfection, la ringardise. C'est l'idée de frontière aussi, c'est renvoyé à la ringardise, parce que c'est la limite. Voilà. Donc, le football, de ce point de vue-là, pose le même problème que l'économie, c'est-à-dire un problème de justification morale de cela, hein, jusqu'où peut-on aller, où cela va-t-il s'arrêter? Vous l'exposez très justement dans votre ouvrage, puisque très rapidement intervient le chapitre Neymar. Que symbolise ce joueur à vos yeux? Un transfert, on le rappelle l'année dernière, un transfert à plus de 220 millions d'euros de Barcelone à Paris. On s'est dit qu'il n'y avait plus aucune limite au football. Voilà, il symbolise la starification de l'argent, d'abord. Mais pas du joueur. Si, également. Mais je crois même qu'il y a une concurrence entre les deux. Le joueur doit se méfier et se poser la question, la star, est-ce la somme que l'on paie pour que je joue dans cette équipe, dire est-ce l'argent ou bien est-ce moi? On voit bien que dans l'imaginaire, finalement, l'argent va rester et les hommes starifiés, les joueurs changent. Neymar sera remplacé par d'autres. Voilà. Alors, donc ça symbolise cela, hein, ça symbolise l'idolâtrie de l'argent, le veau d'or contemporain. Mais ça symbolise aussi autre chose. Quelque chose m'a frappé. On a présenté Neymar comme si tout Paris l'attendait. Comme si, depuis toujours, Paris n'était pas une grande ville historique, artistique,
culturelle parce qu'elle n'avait pas gagné la Ligue des Champions, parce que Neymar ou des équivalents de Neymar n'y étaient pas. Donc ce qu'il y a de choquant là-dedans, c'est une forme de messianisme footballistique. Sans jeu de mots, Neymar c'est le Messie, c'est pas le joueur Messi, mais c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui allait apporter à Paris ce que Paris n'avait pas, celui qui allait apporter à Paris ce que Paris attendait depuis toujours. Mais c'est un messianisme de pacotille, c'est un messianisme de carton-pâte. Paris n'a pas besoin de Neymar pour être Paris. Et je dirais même le contraire. Je dirais même que en accueillant dans un contexte para-messianique Neymar, Paris se banalise au sens où elle devient comme toutes les autres villes du monde qui attendent l'aura d'un champion de foot. Bon, or Paris, c'est la ville de grands poètes, de grands peintres. C'est vous citez Victor Hugo, justement. Immortalisé par Victor Hugo, n'a pas du tout besoin. Et donc c'est exceptionnel. C'est extraordinaire au sens propre du mot, en dehors de l'ordinaire, mais avoir un grand joueur de foot dans son équipe, c'est finalement très banal. Et j'ai bien peur que l'idée Neymar à Paris, ce soit fait pour banaliser Paris, faire de Paris une ville comme Barcelone, j'aime bien Barcelone, Madrid, ou Londres, ou Munich. Il y a un autre joueur que vous citez à plusieurs reprises, c'est Kylian Mbappé, qui a été également transféré à Paris cet été de Monaco. Vous pointez plusieurs aspects du doigt concernant Kylian Mbappé. C'est notamment donc ce transfert de Monaco à Paris, où selon vous, il n'y a aucune différence à porter le maillot de Monaco et de Paris dans la même année. Et c'est également l'âge du joueur que vous pointez du doigt et la starification faite par les médias de ce joueur de 18 ans. Oui, là je voudrais retenir deux aspects sur ce joueur qui a l'air de confirmer son talent. J'espère pour lui que ça continuera. J'espère pour lui qu'il ne sera pas brûlé par l'argent et la célébrité comme d'autres l'ont été. On peut penser à Nelka ou à des gens comme ça, qui sont devenus trop riches, trop célèbres, trop tôt. C'est très dangereux, l'argent et la célébrité. Oui, il y a deux aspects. Bon, le premier aspect, choquant, là je dis bien choquant, c'est que Mbappé a été transféré au PSG pour une somme, puis ensuite un salaire que l'on dira délirant, avant même d'avoir vraiment fait ses preuves sur le terrain. C'est l'un des transferts les plus élevés de l'histoire du foot pour un joueur qui n'a encore rien prouvé. Donc là, on est dans ce que l'on appelle la spéculation. La spéculation sur des êtres humains. Bon, c'est pas anodin. Spéculation sur des êtres humains. C'est-à-dire combien Mbappé pourra nous rapporter si l'on met une somme aussi délirante sur lui, combien pourra-t-il nous rapporter un jour? Voilà, spéculation. Et donc, généralement, l'argent venait après les exploits. Lorsque vous étiez un grand joueur confirmé, je ne sais pas, Van Basten ou qui vous voulez, et avec Mbappé, nous avons un peu le contraire. L'argent arrive avant les exploits. C'est un renversement. Voilà. Le second aspect, dans le transfert de Mbappé qui m'a choqué, c'est l'aspect suivant. C'est quand même la question de l'attachement au maillot. Voilà. Peut-on porter le maillot de deux équipes rivales avec le même enthousiasme, avec le même attachement? Les supporters sont très attachés au maillot. J'explique longuement dans le livre pourquoi, ce que c'est pour eux. C'est comme une seconde peau, enfin. C'est une peau collective, une seconde peau collective que chacun porte. Donc c'est quelque chose de très intime. Ça ne se, on ne gaspille pas le maillot comme ça. Voilà. Or, lorsque nous avons des joueurs volatiles, si ce n'est nomades,
qui changent facilement de maillot, moyennant très fortes sommes financières, nous entrons dans un tout autre cadre et une fissure s'opère alors entre les supporters qui au fond représentent l'ancien football, ce que le football a été, et ces joueurs versatiles de maillot qui au fond sont des joueurs 3-0 pour un football 3-0. Pas 3-0, 3.0. Je voudrais justement vous citer cet extrait du chapitre 18 intitulé « Le footballeur, dernier avatar de l'homme nouveau ». Ce sont les premières phrases du chapitre. « Le footballeur est un mutant soumis à l'impératif de la commercialisation. Il se doit d'être commercialisable, produit de consommation de masse. Il est l'homme marchandise par excellence. » Oui. Il y a d'une part la question du mercato. Là, on oublie totalement l'aspect humain. Oui, sur lequel on peut réfléchir. Et d'autre part, quand même, la question de l'homme remplacé, je parle du joueur de football, remplacé par des logos mercantiles et publicitaires qu'il porte sur lui, où finalement le joueur n'est plus que le symbole d'une marque. Voilà. Alors j'ai vu récemment, a-t-il tort ou raison, j'ai vu l'excellent Griezmann faire de la publicité à la télévision pour une marque de crème à raser ou un truc comme ça. Donc, est-ce que le joueur est le symbole d'une marque ou le contraire? Je crois que le joueur doit alors se méfier pour ne pas être identifié à une marque, ce qui est l'objectif des publicitaires et des commerciaux. Hein. Leur objectif, c'est que le public identifie un joueur qui fait des exploits à une marque d'un produit, tout ce que vous voulez, du Coca-Cola, des crèmes à raser, que l'identification se fasse. Bon, c'est déshumanisant au sens propre. Hein. On déshumanise le football. Voilà. Et l'autre côté, c'était la question du mercato, qui pose des problèmes politiques et philosophiques assez grave. Alors pour nos téléspectateurs qui ne sont pas très à l'aise avec le football, le mercato, c'est le marché des transferts où les clubs achètent des joueurs pour venir dans leur équipe. Voilà. Nous croyons être sortis d'une société où il y avait des marchés aux esclaves. Certes, les joueurs ne sont pas des esclaves, mais d'une société où l'on achète, nous croyons être sortis d'une société où l'on achète et vend des êtres humains, du muscle, donc de la viande humaine, comme des bovins dans un marché aux bestiaux, et cela touche à la dignité humaine, hein, dans la mesure où cela transforme les êtres humains, même si ce sont des gens qui vont être payés 1 million d'euros par mois, mais cela transforme quand même des êtres humains en marchandises, hein, ou en bestiaux. Ce qui est un peu la même chose. Voilà. Mais ça, c'est dans toute la société, dans les entreprises, c'est pareil. C'est pareil. C'est nettement moins visible. C'est moins visible, mais le processus est semblable. D'où l'idée, enfin, une des idées de ce livre, c'est que le football montre l'exemple à l'ensemble de la société. Et là, nous avons l'exemple d'un type de fonctionnement qui porte atteinte à la dignité humaine. Alors, ce n'est pas la peine, d'un côté, de brandir tous les jours des drapeaux où les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, voilà, ou la dignité humaine, comme ça d'en parler dans le vide, et de l'autre côté, de permettre le développement de pratiques qui transforment les hommes en marchandises. Alors, Robert Redeker, il y a un autre aspect que je voudrais évoquer avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir, dans un mois, c'est la Coupe du Monde de football en Russie. Et alors là, sur ce chapitre concernant la Coupe du Monde, vous utilisez des termes extrêmement forts et vous comparez cette compétition de football mondial au système communiste et fasciste mussolinien. Sont des termes très forts. Oui. Alors, je crois que le football est très plastique. Il a réussi à s'adapter à tous les régimes politiques. Bon.
il a réussi à s'adapter au stalinisme, au fascisme, au nazisme, à la démocratie, au libéralisme. Je crois que c'est avec le libéralisme qu'il a le plus de connivence. Bon. Mais la comparaison dont il est question dans le livre repose sur le fait suivant. Et chacun pourra, dans un mois, s'en rendre compte. Au moment de la Coupe du Monde de football, on ne parle plus d'autre chose. Voilà. Les journaux sont pleins de cela. Parfois, les journaux télévisés également. Ça étouffe tout le reste, donc ça en prend la place, ça usurpe la place des autres activités humaines. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons nous souvenir de ce qu'était la presse et l'ambiance générale dans les régimes communistes ou dans l'Italie mussolinienne. Il n'y a plus qu'un seul discours. C'est une propagande footballistique ? C'est une propagande pour un certain type de comportement dont nous avons parlé au début de cette émission, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi c'est bien sûr une propagande pour l'univers de l'argent et tout ça, mais cela s'accompagne de messages publicitaires très puissants. Pour Coca-Cola, pour McDonald's, pour Nike, pour Adidas, voilà. Pour le capitalisme. Pour le capitalisme, c'est-à-dire à la fois pour des entreprises capitalistes qui ont parfois besoin de se refaire devant l'opinion une virginité. Alors je ne sais pas, il n'y a pas Monsanto pour l'instant dans la pub, mais au fond c'est un peu cela le modèle. Des modèles de boissons ou de barres chocolatées et tout sont mal vus de l'opinion en une période où on s'intéresse à la santé, à la nutrition, etc. Et au moment de la Coupe du Monde, tout cela se refait une virginité. Sur l'image de la Coupe du Monde. Sur l'image de la Coupe du Monde, et aux dépens à la fois du foot, des footballeurs, et sans doute des téléspectateurs et des supporters. Mais alors, ma question est un peu plus personnelle sur la suivante. Est-ce que vous allez la regarder justement, cette Coupe du Monde ? Je crois que... Malgré ces aspects ? Oui, bien entendu. Donc vous allez dépasser ce cadre publicitaire pour vous consacrer au cadre sportif ? Disons qu'il ne faut pas... Il faut regarder les choses sans être dupe des choses. Voilà. Avec à la fois de l'intérêt, de l'enthousiasme et de la distance. Mettons de l'enthousiasme, je m'excuse pour mon côté chauvin, mais de l'enthousiasme s'il s'agit de l'équipe de France. Voilà. D'ailleurs, je ne m'excuse pas, je retire mes excuses, c'est tout à fait bien. Mais quand même de la distance, parce qu'on peut voir les effets négatifs du football aussi. Alors, en lisant « Peut-on encore aimer le football ?», je me suis posé la question, mais est-ce que vous l'aimez, vous, le football ? Alors, est-ce que le vocabulaire de l'amour est le bon vocabulaire ? C'est le titre de votre livre. C'est le titre du livre, et c'est un peu... j'ai voulu un titre qui soit à la fois positif et à la fois un peu ironique. Voilà. C'est les deux, si vous voulez. Donc, est-ce que le vocabulaire de l'amour est le bon vocabulaire ? On aime des êtres humains, on aime Dieu, c'est-à-dire on aime des entités qui peuvent répondre à votre amour, qui peuvent répondre en sujet. Bon, alors, une fois cela écarté, on conserve le vocabulaire de l'amour en déconnectant celui du reste. Bon. Oui, on peut aimer le football comme jeu, comme activité, surtout comme jeu. Je fais la distinction entre le jeu et le sport. Donc il faut éliminer l'aspect professionnel du... Éliminer l'aspect professionnel et l'on peut retrouver la fraîcheur du football. Est-ce que justement, peut-on aimer le football ? Est-ce que tous les aspects qu'on vient de passer en revue peuvent un jour changer l'opinion publique vis-à-vis du football ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas,
Alors, il y aura des crises, bien entendu. Et il y a eu une grande crise pour l'équipe de France. Il y a eu un désamour. 2010 oui, voilà, qui a duré plusieurs années avec l'équipe de France à cause du comportement de certains joueurs. Le public, les supporters attendent un comportement digne des joueurs. Irrespectable. Irrespectable. Bon, ça n'a pas été le cas après 2010. Ils attendent que les joueurs fassent au moins semblant d'avoir l'amour du maillot, de l'équipe, si ce n'est de l'hymne national et du drapeau. Oui, vous parlez de fusion tout à l'heure. Voilà. Justement, c'est à ce moment de l'hymne, il reproche aux joueurs de ne pas chanter à plein poumon l'hymne, et c'est là où vous parlez de fusion. Oui, c'est voilà. Les supporters attendent quelque chose. Mais penser qu'il y aura une crise détruisant le football dans tous ses aspects négatifs, c'est une erreur pour la raison simple, c'est que le football remplit un espace qui a été vidé dans l'anthropologie humaine, donc il répond à un besoin très profond. Dernière question, Robert Redeker, on va dépasser ce cadre du football. C'est ce que vous faites à la fin du livre. Est-ce que le rugby, le handball, le volleyball, enfin tous les autres sports collectifs sont en train de se footballiser, si je puis me permettre entre guillemets? Vous posez la question à un amoureux du rugby, plus que du foot. Bon. Mais le malheur qui arrive à un sport prend la forme de la professionnalisation et de la médiatisation à outrance. Bon. Et lorsque le rugby s'est professionnalisé, il est entré dans une mécanique qui le fait ressembler de plus en plus dans son fonctionnement au football. Voilà. Y compris le surgissement d'une sorte de mercato. Bon. Y compris une uniformisation des styles. Je vais donner un petit exemple. Le rugby était connu pour la différence de style, c'est-à-dire donc un rapport au terroir, suivant les villes. On ne jouait pas pareil au rugby à Bayonne, à Agen, à Toulon, à Béziers et à Narbonne. Voilà, vous savez ça puisque vous avez été dans le sud-ouest. Bon, ou dans le Gers, on ne jouait pas pareil, donc c'était une sorte d'exhalaison du terroir. C'était ça le rugby. Et ça donnait des différences de style considérables. Bon, avec la professionnalisation, ces différences-là ont disparu. Bon, tout simplement parce que ne peuvent avoir d'équipes compétitives que les très grandes villes qui mettent beaucoup d'argent. Et il y a une uniformisation des styles et des joueurs qui est en route dans le rugby et qui fait que le rugby ressemble malheureusement de plus en plus au foot, dans ce que le foot a de plus contestable. Merci beaucoup Robert Redeker d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que Robert Redeker, vous êtes agrégé de philosophie, vous publiez « Peut-on encore aimer le football » aux éditions du Rocher et ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup Robert Redeker d'avoir été avec nous. Merci.